Honorable Président du Sénat, Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, en ce 2 août 2025, jour hautement symbolique, nous nous rassemblons en ce lieu, désormais érigé en mémorial du Génocauste, pour arroser une sémence de conscience collective que notre peuple a fait germer il y a 2 ans. Nous sommes venus répondre à un triple appel. L'appel de la mémoire, l'appel de la dignité, l'appel de la justice. Par notre présence ici, nous commémorons le Génocauste, terme consacré par notre peuple souverain à travers ses représentants légitimes pour désigner l'extermination méthodique dont il a été et demeure encore victime au nom des logiques économiques cyniques et prédatrices. Nous sommes venus rendre un hommage solennel à des millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, sauvagement massacrés, souvent déportés, et trop longtemps condamnés au silence, dans l'indifférence glaciale de la communauté internationale. Nous rendons également hommage à celles et ceux qui, au péril de leur vie, leur ont porté secours. Mais parce que ces millions de vies fauchées vivent encore à travers notre mémoire, notre combat, nos voix, je vous invite à vous lever pour observer un moment de recueillement en leur honneur. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme l'a écrit Elie Wiesel, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Ce conflit s'est transformé en une entreprise prédatrice à visée économique, en une atteinte délibérée à notre identité collective et à l'intangibilité de nos frontières, allant parfois jusqu'à prendre les traits d'une logique d'inspiration génocidaire. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés. Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga, Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre,
il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Les Nations Unies, à travers le rapport Mapping, tout comme les travaux rigoureux de nos propres experts, établissent un constat accablant. Des communautés entières ont été ciblées, parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées. Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le Génocauste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Cette réalité impose à tous, ici comme ailleurs, un sursaut de conscience. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les initiatives que j'ai personnellement impulsées à travers la feuille de route Génocost 2025. Celle-ci a servi de boussole stratégique aux travaux du comité de pilotage de la CIAVAR, dont les premiers jalons structurants sont désormais visibles et porteurs d'espérance. Le 29 mars dernier, j'ai présidé la table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocost, suivie en juillet par le Forum national sur la mise en œuvre du droit à réparation. À cette occasion, a été lancé officiellement le programme pilote de réparation holistique conduit par le FONAREV dans les provinces du Congo central, du Kasaï et de l'Ituri.
Ce programme bénéficie en priorité aux victimes identifiées sur base de décisions judiciaires, avant une extension progressive à l'ensemble des bénéficiaires éligibles selon le modèle administratif congolais. Sous ma haute autorité, un colloque international s'est tenu du 29 au 31 juillet, réunissant experts congolais et internationaux autour de la reconnaissance des génocides perpétrés sur notre territoire. Ce moment scientifique a permis d'asseoir un consensus académique sur la qualification juridique des atrocités commises en République démocratique du Congo. Cependant, la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocide. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politiques et diplomatiques. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le combat que nous menons est celui de la vérité, de la dignité et de l'espérance. Il est celui d'un peuple debout qui refuse l'oubli et qui choisit d'avancer vers la justice avec lucidité, constance, détermination et persévérance. En ce jour de mémoire, je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes les forces vives de la nation, société civile, chercheurs, associations de victimes, survivants, qui, dans la douleur, avec leur humanité fièrement gardée, ont maintenu vivante la flamme de la vérité et de la mémoire. Je pense avec émotion à celles et ceux qui, dans l'ombre, ont documenté l'horreur, dénoncé l'impunité, soigné les blessés, consolé les survivants,
ou simplement tendu la main là où le silence menaçait de devenir complicité. Par votre engagement, vous avez sauvé l'honneur de la nation. À nos victimes, à leurs familles, à nos survivants, à notre peuple meurtri, je dis ceci, la République ne vous oubliera jamais. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir, plus jamais seul. Pour conclure, permettez-moi, comme à chaque commémoration, de rappeler cette parole lumineuse du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le pays envahi par l'angoisse. Dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer. Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.